tous amoureux des mots, du génie des mots. Merci d'être avec nous pour un nouvel épisode de Souffleur d'Histoire. Notre souffleur d'histoire cette semaine, c'est une grande dame de la littérature, c'est Christine Jordis. Bonjour Christine Jordis. Bonjour. Voilà, merci d'être de passage à Bruxelles pour nous présenter votre livre Prudence et Passion, l'histoire de deux femmes, de deux hommes, un remake en somme d'un livre qui a déjà été écrit il y a quelques années. Vous pouvez nous en parler, de votre démarche? Alors, elle est longue. Ma démarche remonterait peut-être à William Blake. J'étais venue ici à Bruxelles pour défendre un livre que j'avais écrit sur William Blake. Or, vous savez que William Blake, c'est l'excès, la démesure et l'imprudence. Mais en évoluant au cours des années, et face à la situation actuelle, qui est quand même grave, j'en suis venue à favoriser le contraire, à savoir Jane Austen. Jane Austen a écrit son premier roman qui s'appelait Sense and Sensibility, le cœur et la raison, ou raison et sentiment, comme vous préférez. Qui a été porté à l'écran d'ailleurs dans les années 1995 avec notamment Emma Thompson et Kate Winslet et Hugh Grant. Il y a eu beaucoup de versions à la BBC, je dois dire, qui sont bonnes en général. Et ce roman est très frappant parce qu'il oppose la prudence, la raison, qui serait incarnée par Helena, à l'imprudence, la passion, l'émotion, la volonté de dire et de se montrer tel qu'on est, qui serait incarnée par sa sœur Marianne. Et voyant le chaos dans lequel nous nous trouvons à l'heure actuelle, avec perte de repères, je me suis dit qu'il serait intéressant de transposer ces deux jeunes femmes et ce qu'elles incarnent, à savoir la raison et la passion, dans la France ou dans le monde actuel, avec l'approche de la vie qui est la leur. Jordis, vous, en fait, vous êtes né pendant la guerre à Alger, d'une famille française, votre père était colonel, vous êtes reparti après en France, vous expliquez ça dans votre roman précédent « Tu n'as pas de cœur ». Et c'est vraiment dans la littérature anglaise, quand vous avez poussé le pas de la porte d'aller vers l'Angleterre, que vous avez senti cette liberté à l'intérieur et que vous avez peut-être associé la notion de liberté d'aller pouvoir enfin questionner et d'aller dire autrement que ce qui se dit ou ce qui ne se dit pas en l'occurrence. Dans la langue anglaise, vous êtes vraiment formé à la littérature anglaise qui vous a accompagné tout au long de votre vie. Et c'est à nouveau par l'entremise de la littérature anglaise que vous allez questionner notre société et faire un état des lieux, un portrait du monde contemporain. Tout à fait. L'Angleterre m'a attirée quand j'étais petite. J'ai eu une éducation très stricte, comme beaucoup de gens de ma génération, d'autant plus stricte qu'elle était en province, dans un milieu bourgeois, et que le candidaton sévissait lourdement, un peu comme au 19e. J'étais dans le 19e, moi, à savoir à l'époque de Jane Austen, et ces contraintes sociales qu'elle montre, je les ai éprouvées. Or maintenant, il ne s'agit plus des mêmes contraintes sociales, on est même à l'opposé. Mais tout de même, notre société fait l'objet de pressions énormes, et qui sont d'un tout autre ordre, qui sont même d'un ordre opposé, pourrais-je dire. Parce que dans le nouvel ordre moral, il y a certes une morale, le nouvel ordre moral qui sévit à l'heure actuelle, je trouve, c'est une morale d'emprunt, mais très fortement exprimée. Et contre ces pressions-là, comment s'appartenir à soi-même, comment en revenir à notre singularité, comment rester soi-même, comment penser par soi-même, en dehors du battage, du tapage, du tumulte dans lequel nous vivons. Et la littérature anglaise, en dehors du fait que j'ai aimé dans le temps son excentricité, me plaît maintenant par justement quelqu'un comme Jane Austen qui fait usage de raison, de compromis, de modération. Je crois que c'est quelque chose de nécessaire, que la modération est un mot très important et que nous ne savons plus utiliser. Alors, la modération, on ne la trouve pas tellement sur les réseaux sociaux. Vous en parlez en disant elle avait souvent eu l'envie de s'inscrire sur les réseaux sociaux, tout le monde le faisait. Instagram, Twitter, Facebook, on se constituait des amis, un public, des abonnés. Et beaucoup lui avaient dit, bien intentionnés, de s'abonner. On obtenait des réactions, un intérêt, un partage. Et soi-même, on pouvait y aller de son complet. Mais non, elle avait résisté. D'autres amis lui avaient dit, tu vas voir le temps que tu vas perdre. On est happé, on n'en sort plus, tu y passes ta vie. Et en ce qui concerne le niveau des échanges, c'est le tout à l'égout. Tu donnes un avis et tu reçois des pelletées d'ordures.
Oui, oui, oui. Quel est votre avis, Christine Jordi, sur les réseaux sociaux aujourd'hui? Les réseaux sociaux, Attendez, je me retiens d'y appartenir parce que, évidemment, je ne suis pas du tout comme mon héroïne Helena, donc Helena de Jane Austen, que je transplante au XXIe siècle. Je ne fais pas usage de prudence dans ma vie quotidienne, même si j'essaie. Disons que j'ai tendance à exploser en permanence et j'ai très très envie évidemment de m'inscrire sur les réseaux sociaux. Mais mes amis m'ont dit surtout ne fais pas ça. Tu vas être happé, tu vas être entraîné, tu vas avoir envie de répondre, on va te répondre, tu vas te faire rouler dans la boue, tu vas y perdre ton âme et y passer ton temps. Or je ne veux ni l'un ni l'autre. Donc pas de réseaux sociaux pour moi, je préfère écrire un livre. C'est pas trop difficile, une vie sans réseaux sociaux, ça existe encore? Ah ben la mienne c'est vrai, mais quand même j'y résiste fermement. Je vous avoue que je triche de temps à autre, parce que je suis abonnée au Figaro Weekend. Voilà. Et donc je vais de temps en temps lire les articles du Figaro sur Internet, et je vois une petite flèche qui me dit répondre, réagir. Et je lis les réactions, ce qui m'intéresse beaucoup, et quand je suis vraiment furieuse, je mets la mienne. Donc vous voyez, je triche. Je triche subrepticement. Je ne triche pas en allant sur les réseaux sociaux. J'y perdrai trop de temps et surtout, j'y perdrai le calme que j'essaye d'acquérir. Le calme qu'a justement mon Helena, elle s'appelle donc Helena en anglais, dans mon livre, et qui est une jeune fille, elle a 20 ans, et qui est sage. Elle sait ce qu'elle n'a jamais appris. Elle sait qu'il ne faut pas trop s'exposer à une époque où on se fait bombarder d'insultes, de pelletées d'ordures, pour un oui, pour un non, sans même avoir ouvert la bouche, bien souvent. Donc ça, elle sait l'éviter, et là, j'essaye de faire comme elle. Alors, Christine Jordi, si vous nous parlez aussi des mots, ça peut vous intéresser, vous, les amoureux des mots et du génie des mots. Alors, vous nous dites, les mots étaient selon elle la partie émergée de l'iceberg la plus révélatrice. Est-on capable de s'exprimer avec les mots du jour et non avec ceux d'hier? C'est que sur un mot, un seul, on est épinglé, classé, rangé, catalogué, relégué dans la case, démodé ou traité de ringard, de réactionnaire, de bourgeois, et j'en passe. Les mots, plus que les vêtements ou les gestes, constituent un code de lecture. Ils révèlent comme la tournure de phrase la personne que vous êtes, le milieu auquel vous appartenez, l'époque qui vous a formé. Ils indiquent de façon infaillible votre niveau de culture. Alors moi j'aime beaucoup ce passage-là parce qu'on est à une époque justement où on veut tout égaliser. On est un peu l'anti-19e marqué par les classes sociales et vous dites quand même que les mots sont révélateurs de notre appartenance. Bien sûr, ils le sont. Pas par exemple, je prends un exemple très banal, un corsage. Vous diriez pas, vous n'auriez le mot de tricoter non plus, c'est complètement démodé. Moi j'ai eu beaucoup de mal avec les mots dans ce livre parce qu'il fallait que je me situe entre le langage de Jane Austen, qui est très soutenu et précis, et le nôtre, et ce sont des jeunes. Or les jeunes, maintenant, emploient des mots tout à fait différents de ma classe d'âge, par exemple. Par exemple, on dirait pour un homme, un mec. Bon, moi je ne peux pas, dans ce livre, dire un mec. Alors je demandais à mon petit-fils, puisque j'en ai un, il me dirait, pour une femme, bah, tu dirais une meuf. Pas question de mettre une meuf dans ce livre. Vous voyez les mots, ça indique une classe d'âge, mais ça peut aussi indiquer un niveau de culture. Or, ce niveau de culture, à l'heure actuelle, on essaye plus de le cacher que de le montrer. Si on veut éviter de faire partie des suprématistes blancs qui affirment leur culture par rapport à ceux qui en auraient moins, vous voyez. Donc, il y a tout un jeu sur le vocabulaire, mais dont on n'est pas très conscient. Mais quand vous écrivez, forcément vous en êtes conscient, parce que vous avez affaire à un choix de mots très précis qui va orienter le lecteur vers le 19e, ou au contraire vers le 21e, vers un usage argotique des mots, qui se démode d'ailleurs très vite, cet usage argotique, ou au contraire vers le mot classique. Donc moi j'essayais de louvoyer entre les deux dans ce livre, vous voyez, de ne pas être catégorisé en quelque sorte. Que vous avez l'impression que les mots à notre époque, normalement les mots nous aident à réfléchir et à singulariser également notre pensée, notre manière de nous situer dans le monde, de prendre notre part. Est-ce que vous avez l'impression que les mots aujourd'hui ont encore assez de place ou qu'on les utilise tellement à tout va qu'il y a une sorte de pensée unique et bien pensante qui est une autoroute finalement de pensée? Une pensée unique de toute façon, mais il y a aussi un très grand appauvrissement, et ça c'est bien banal de le dire, du vocabulaire. Je vois, autour de moi je réagis très fort quand on me dit tout le temps super, c'est super bon, etc. C'est comme une façon de se fondre ensemble,
de ne pas marquer de singularité, et on aime ça, alors on dit super. Mais super, ça couvre 1000 nuances, ça veut dire quelque chose d'extrême, si vous voulez. Mais si on cherchait le mot exact, ça permettrait d'affiner notre pensée, et derrière notre pensée, notre sensation. Mais ça, on ne le fait plus. Donc on arrive à quelque chose de plus grossier, si vous voulez, dans l'approche. Et je trouve que c'est très dangereux, cette perte du vocabulaire, notamment chez les jeunes qui vous sortent hyper ou super, pas que les jeunes d'ailleurs, mais pour les jeunes qui ont besoin de se former, c'est particulièrement dommage d'en arriver là, si vous voulez, d'employer un mot alors que vous en avez 10 pour exprimer les nuances de votre sentiment ou de votre sensation. Et quel est votre regard sur la presse, que ce soit la presse écrite ou la presse télévisuelle, ou même la presse radiophonique? Parce que la presse est là aussi pour nous éveiller à réfléchir et à utiliser les mots. Bon, les écrivains sont là pour ça, les instituteurs, les professeurs, mais la presse a également un rôle à jouer. Quel est votre regard sur la presse actuellement? Écoutez, je ne voudrais pas dire qu'il est défavorable, parce que je me mettrais tout le monde à dos tout de suite. La presse essaie de jouer son rôle, mais je trouve quand même que la presse, je parle de la presse française là, la presse belge, pour moi, je la trouve formidable. Je ne veux pas vous flatter, mais tous les articles que j'ai eus en Belgique, je les ai trouvés d'une profondeur et d'un sérieux qui m'a vraiment ébloui. Mais je dirais qu'en France, il y a quand même un conformisme terrible dans la presse. Et moi, je ne pense pas que la presse soit là pour m'informer. Je pense que souvent, elle ronronne à gauche. Il y a une espèce d'idéologie de gauche derrière qui fausse un peu les perspectives. Et moi, je ne cherche pas mon information dans la presse, ou si je la trouve dans la presse, je sais qu'elle est très incomplète. Voilà. Quant aux mots, eh bien évidemment, les mots, on en retrouve. Il y a une novlangue, des mots qu'on a forgés pour l'occasion. Le mot de xénophobe n'est évidemment pas nouveau, mais enfin, on l'emploie pour un oui, pour un non. Enfin, il y a beaucoup de mots, si vous voulez, qui reviennent et qui sont mal employés dans la presse. Donc je ne trouve pas que la presse, là, joue son rôle au sens d'être éducative. Je ne trouve pas du tout qu'elle le soit. Christine Jordis, merci d'être venue nous présenter Prudence et Passion. Un dernier mot pour donner envie aux lecteurs de tourner les pages de votre livre. Qu'est-ce qui vous a mu et ému dans votre démarche? C'est vraiment l'envie de laisser la trace, de ne pas se déposséder de soi, même si c'est un risque très facile. Oui, c'est précisément ça. C'est de dire au lecteur, écoutez, ne vous laissez pas complètement imprégner de la pensée du jour, de l'idéologie régnante, même si elle a ses côtés sympathiques. Après tout, le féminisme, c'est bien, l'antiracisme, c'est bien, mais ce qu'on en a fait n'est pas bien, je trouve. On est tombé vraiment dans l'excès et dans des abus regrettables. Et donc, ce que je conseille au lecteur de faire comme mon Helena, c'est de se mettre entre parenthèses, dans une parenthèse hors du temps présent, de temps en temps, de prendre un recul, de prendre de la distance vis-à-vis de l'époque et de la pensée dominante, de la doxa régnante, et de penser pour soi, de se méfier en quelque sorte, et de faire usage de modération, de peser le pour et le contre, et de ne pas foncer dans l'émotion comme on nous y incite sur les réseaux sociaux en particulier. Merci d'avoir été avec nous pour un autre épisode de Souffleur d'Histoire. C'était Christine Jordis, notre souffleur d'histoire de la semaine. À vous tous, amoureux des mots, du génie des mots, on vous invite à découvrir l'histoire de Prudence et Passion, le nouveau Jane Austen revisité de Sense and Sensibility à l'époque des années 2020. À bientôt, Christine Jordis. À bientôt et merci.